c'est un droit à la mémoire. Jusqu'à présent, on collectait sans demander l'avis, quand on collectait un dossier de personnel, un dossier médical, un dossier fiscal, on ne demandait évidemment pas l'avis à la personne concernée pour savoir si elle voulait que ça soit archivé ou pas. On pourra toujours le faire parce qu'on a obtenu des dérogations. Mais le sujet se pose, c'est-à-dire que le sujet s'est posé. Est-ce que les gens veulent qu'on archive les documents qui les concernent? Est-ce que l'intérêt des personnes est supérieur à l'intérêt général ou l'intérêt général supérieur à l'intérêt des personnes, l'intérêt des générations futures supérieur à l'intérêt des personnes d'aujourd'hui? Donc, et on est du coup passé à cette période où il y avait le droit à la mémoire absolu, à un droit à la mémoire qui est désormais beaucoup plus encadré. J'entends, mais j'ai envie de dire que peut-être qu'un de nos axes de communication par rapport à ça, par rapport effectivement à la défense future de la remise en cause de ce qui a été obtenu aujourd'hui, tu l'as dit, c'est peut-être aussi de communiquer. Pensons, ressortons le livre de Caroline Piketty sur les spoliations, son récit, son expérience d'avoir rencontré des descendants de déportés qui venaient au moment de la commission d'indemnisation des spoliations. On aurait éliminé ces archives, ces gens-là, ou éliminé ou anonymisé ou je ne sais quoi ces archives, ces informations n'existaient pas. Communiquons sur les larmes, sur le bonheur, sur les lettres de remerciement des dizaines de milliers de personnes qui sont passées un moment dans un service d'archives et qui ont été bien heureux effectivement que sans se poser de questions, on ait conservé des données personnelles sur eux ou sur leur. Enfin, on a tous les archivistes publics ont une ou des anecdotes à raconter sur. Enfin voilà, la brave dame qui a pu faire établir son passeport. Parce qu'effectivement, on a gardé un truc qu'on n'aurait peut-être même pas dû garder, mais enfin qui lui permet de prouver sa nationalité à 70 ans. Alors qu'elle voilà, c'est des choses qui sont... Donc, positivons l'intérêt de la conservation. Elle a été obtenue en invoquant cet exemple-là des spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là... Donc Hervé Lemoine était allé à une réunion à Bruxelles sur le sujet, et il a bien vu que les arguments ne portaient pas, jusqu'à ce qu'il invoque cet argument-là. Là, ça a marché. Donc je pense qu'on a vraiment, donc ça a marché cette fois-ci, je pense vraiment qu'on a, il faut collectivement construire une stratégie de légitimation de la conservation sur le temps long de données à caractère personnel qui présentent un intérêt public. J'ajoute simplement qu'il ne faut pas avoir trop peur de ce texte. Nous, juristes, on est assez étonnés de la publicité qui est faite et à quel point ce texte fait parler de lui, parce que, comme vous le disiez, il ne révolutionne pas du tout les règles qui sont applicables en matière de traitement des données à caractère personnel. Et il permet quand même, et du fait de travail, comme vous le faites, bien d'obtenir les dérogations qui se justifient, juste d'essayer de trouver un juste équilibre. Donc, il ne faut pas que vous ressortiez de cette journée en vous disant je n'ai plus le droit de traiter de données à caractère personnel. Pas du tout. Il faut juste que vous soyez en mesure d'expliquer pourquoi vous les traitez et quelle est la finalité du traitement. Là où, en revanche, je vous rejoins, c'est que pour nous, juristes, ce texte est une catastrophe uniquement de par sa rédaction, en fait. Et voilà. Mais sinon, dans ses objectifs, il permet quand même d'atteindre les objectifs qui étaient attendus, à savoir, d'un côté, préserver les droits des personnes, et de d'autre, permettre les traitements qui sont faits dans l'intérêt général. Et ça ne change pas. J'allais dire merci pour cette vision optimiste. Et j'allais poser des questions un peu dans le même sens, parce que je réfléchissais. Bon, on a sauvé les archives historiques. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment des archives intermédiaires? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit on a des risques d'anonymisation sur des tas de choses, soit ça peut être négatif. En tant qu'archiviste, ça commence à me gêner aux entournures. Bon, ça dépend quoi. Et puis, ou voire de destruction sauvage. Bon, alors ça, c'est à nous d'y veiller à ce qu'elle ne soit pas sauvage, ça, soyons clairs. Ou alors, effectivement, on peut avoir un aspect positif, mais qu'il va falloir gérer, devoir arriver comme, si j'ai bien compris, pour ce qui me semblait être la vision, je ne sais plus l'organisme de santé, au niveau des fichiers de l'épidémiologie, qui va être de les basculer très très vite dans les services d'archives compétents, c'est en gros les faire devenir historiques le plus vite possible.
Mais là, faudra-t-il encore qu'on soit capable de les accueillir? Juste, effectivement, nous, le problème étant qu'on est un champ d'action, on a un champ d'action différent du vôtre, avec ces problématiques, mais qui se résolvent encore une fois a priori avant le 25 mai, qui vont se résoudre avant le 25 mai. Simplement, nous avons expliqué ce qu'était notre référentiel de conservation à nos juristes, avec lequel nous le reprenons actuellement dans le cadre de l'outil d'archivage électronique. Et donc, on leur a proposé de l'intégrer dans l'outil de registre, tout simplement. Et donc, ce qui semble être la bonne solution, donc, pour eux, à travers cet outil de référentiel, qu'ils valident aussi par ailleurs, ils ont tout à fait conscience que ce serait idiot de refaire le travail et de l'ajuster autrement. Et donc le projet, c'est que dans le cadre de l'outil, qui est en fait un outil, une base de données classique, ça va être de le charger à bord et que chaque fois qu'on a une modification dans nos systèmes, qu'elle puisse être tant mise à jour dans notre outil d'archivage électronique qu'en même temps dans l'outil de registre, de façon à ce que les documents n'aient pas d'analyse ou d'interprétation différente. Voilà, donc ça, alors nous, on a aussi la force d'avoir le champ complet d'action. Hein. C'est-à-dire qu'on a, je connais pour le coup, de la collecte jusqu'à la valorisation. Donc c'est vrai qu'on est dans la même structure, on est un faux sous-traitant, il faut bien le dire aussi. Donc c'est un peu particulier. Mais le fait de dire ce référentiel existe, chargeons-le à bord, ne réinventons pas la poudre, pour le coup, ça leur a paru tout à fait cohérent. Et là, en fait, leur démarche, c'est plutôt d'aller... on va avoir probablement un rapprochement avec la CNIL, avec d'autres entreprises, pour dire on a quelques sujets qui nous posent problème. Le référentiel archives, on va s'appuyer dessus. On veut le faire peut-être valider ou en tout cas faire comprendre la démarche pour l'intégrer dans l'outil. On avait le sujet des archives historiques, mais encore une fois, ça c'est réglé a priori. Voilà, donc ça va être la cible. Et donc pour nous, ce qui est effectivement une très très bonne chose, encore une fois, puisqu'ils ont été d'accord sur le contenu de ce référentiel, sur les documents et les durées, on ne va pas refaire le monde avec ça, hein, si cet outil existe. Pour rebondir sur la remarque de Pascal, en fait, moi, au-delà des archives intermédiaires, en fait, étant donné la définition française des archives, de toute façon, il fallait évidemment exclure les archives non définitives, parce que sinon, ça veut dire que le RGPD, les dérogations se seraient appliquées dès la naissance des documents, dans la sphère publique. Bon, mais ça, c'est un aspect du sujet. L'une des difficultés que vous allez rencontrer, ça sera les archives définitives encore chez les producteurs. Encore chez les producteurs parce que vous n'aurez pas encore pu les collecter, que la collecte n'aura pas été